Bonjour et bienvenue sur La Petite Voix. Pour ce nouveau confinement, on ne compte plus, je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle série en partenariat avec les éditions L'Iconoclaste. Chaque jour, je vous proposerai la lecture d'un extrait du Grand Livre des Guérisseuses. Un livre passionnant et magnifique signé par l'anthropologue Clara Lemonnier. Elle nous emmène à travers les âges à la rencontre de ces soignantes, pour ne pas dire sorcières. J'espère que ces lectures vous offriront un moment suspendu, une occasion d'apprendre et de vous détendre en ces circonstances exceptionnelles. Une série réalisée par Jonathan Duval, merci à lui, et présentée par Evelyne Denis. Un nouvel extrait aujourd'hui, après le Moyen-Âge et la Renaissance, plongeons dans le XIXe siècle, peu de temps après la Révolution, à une période pour le moins anarchique. À ce moment-là, toute personne désireuse de soigner, même sans habilitation particulière, pouvait se déclarer thérapeute. Au milieu de tous ces soignants, les guérisseuses, elles, sont devenues vraiment des figures incontournables et populaires de l'époque. Alors bonne lecture et bonne écoute. Savoir et pratique de grand-mère. Au XIXe siècle, les activités des guérisseuses se dessinent, comme durant les siècles passés, selon le partage des tâches traditionnelles entre hommes et femmes du monde rural. Être thérapeute n'est jamais une activité à part entière, mais un savoir-faire en cas de besoin. Les hommes guérisseurs occupent les métiers ordinaires d'artisans, de marchands, de cultivateurs au sein de la vie villageoise. Ils ont à soigner les maux de celles et ceux qui usent leur corps au travail. Les rebouteux ou rhabilleurs, spécialistes de la traumatologie populaire, manipulent les membres à main nue pour remettre bout à bout des os fracturés ou pour réduire les entorses des paysans et des ouvriers. C'est une pratique qui nécessite, outre l'expérience, d'avoir une sacrée force physique. Il en va de même pour les soins dentaires qui peuvent se pratiquer sans aucun diplôme ni formation. Arracher une dent à la pince demande d'avoir de la poigne, qualité jugée plutôt masculine. C'est souvent le forgeron qui s'en charge, car il sait manier les tenailles et cautériser les plaies par le feu. Les guérisseuses, elles, se consacrent à des soins liés à la vie quotidienne et domestique. Elles sont proches des femmes rurales, lesquelles n'entrent pas aussi vite que les citadines dans le salariat industriel du XIXe. Certes, certaines sont marchandes, artisanes, épicières ou intègrent l'industrie textile qui se développe dans les campagnes. Mais la majorité continue d'être des maîtresses du foyer, cultivant le potager, élevant la volaille et le petit bétail, lavant le linge, rapiéçant les vêtements, s'occupant des enfants et faisant bouillir quotidiennement la marmite pour nourrir la maisonnée. Pour elles, les femmes guérisseuses continuent d'être leurs soignantes de référence et les piliers de la transmission des traditions thérapeutiques. Comme les femmes habiles et les femmes aux remèdes d'autrefois, les femmes qui aident sont reconnues pour avoir traversé en tant que femmes les événements et les difficultés liées à leurs conditions. Elles sont appelées grand-mères avec le respect qui est dû aux personnes ayant acquis la sagesse de l'âge. Comme cela se faisait dans les siècles précédents, certaines ont hérité du rôle de matrone. Elles cohabitent, plus ou moins harmonieusement, avec les sages-femmes qui reviennent diplômées de leur séjour en ville. Certaines continuent à réaliser des accouchements. D'autres choisissent d'assister les accoucheuses instruites en lavant les linges, en faisant chauffer l'eau et en assurant auprès des accouchés cette présence réconfortante qui scelle les solidarités féminines. Alors que les sages-femmes diplômées tentent à délaisser la magie-sorcellerie en apprenant la science, les femmes qui aident perpétuent les prières et les gestes symboliques qui protègent. Les guérisseuses conservent aussi le monopole des soins préventifs et curatifs destinés aux femmes, encore empreints de pudeur et de tabous. Douleurs au ventre et migraines, affections gynécologiques, troubles de la grossesse et problèmes d'infertilité sont rarement évoqués devant les hommes, qu'ils soient guérisseurs ou médecins. Elles sont aussi les garantes de la puériculture populaire. Parallèlement aux enseignements des sages-femmes et des religieuses qui se font le relais de la culture médicale auprès des mères,
Les grands-mères éduquent ces dernières à la protection des bébés face aux éléments, le froid, le chaud, face aux maladies infantiles habituelles comme le muguet ou aux attaques invisibles du mal. Les démons médiévaux ont disparu des croyances, mais pas les manifestations du diable. Ce sont elles aussi qui intègrent les nouveaux venus dans la communauté villageoise. Elles portent les nouveau-nés au baptême et apprennent aux mères à les emmailloter et à les masser afin de façonner leur petit corps d'une manière qui les rende forts et beaux aux yeux des autres. À l'autre bout du cycle de la vie, ce sont des femmes guérisseuses qui sont appelées, comme autrefois, au chevet des malades et des vieux, puis au moment du décès. Elles lavent les cadavres et les habillent, préparent la chambre mortuaire, couvrent les miroirs et arrêtent les pendules avant que ne s'ouvre le temps des rituels des funérailles. Sans doute bien plus que les hommes guérisseurs, les grands-mères sont celles qui connaissent les plantes et les remèdes. La pharmacopée populaire et ses modes de préparation n'ont guère changé depuis l'époque médiévale. Les herbes, les fruits, les légumes, les matières animales et minérales sont restés les mêmes, agrémentés d'épices et de végétaux venus des contrées exotiques. Séchées, pilées, mélangées, ces substances sont préparées à la manière de recettes de cuisine qui revigorent et qui purgent les corps. Tisanes, décoctions, macérats, bouillons, lavements, pommades, onguents, liniments, les formes que prennent les remèdes se multiplient. L'approche des plantes par leur signature et l'intelligence des proverbes, transmises oralement, replace la pharmacopée et ses usages dans un réseau familier de correspondance avec le cosmos. Les grand-mères guérisseuses complètent ces connaissances par les enseignements contenus dans les manuels de remèdes et les almanachs que vendent les colporteurs. Ces écrits proviennent de médecins ou des dames de la charité soucieux de diffuser des savoirs médicaux utiles aux pauvres. Et la médecine des pauvres est une médecine naturelle, faite de thérapeutiques savantes, simplifiées et de recettes populaires à base de plantes. Les manuels permettent aux vieilles soignantes de valider leurs connaissances et de diversifier leurs pratiques, bien que les indications évacuent les propriétés symboliques des remèdes pour ne plus s'intéresser qu'aux propriétés physiquement et chimiquement actives des substances médicinales. Les almanachs ou les recettes jouxtent les horoscopes, se rapprochent mieux des façons de faire des grands-mères. Celles-ci restent assez fidèles aux pratiques des femmes du Moyen-Âge. Ainsi mobilisent-elles par des procédés rituels les forces invisibles de guérison qui animent les plantes, les pierres et les extraits d'animaux. La magie-sorcellerie des guérisseuses reste bien vivante. Comble de l'ironie, la diffusion des livres de magie des anciens savants scolastiques joue beaucoup dans le maintien de ces traditions. Les guérisseuses du XIXe retrouvent dans les ouvrages à succès comme le Grand Albert ou le Petit Albert ou l'Agrippa les savoirs qui furent autrefois dérobés aux magiciennes médiévales. Elles réhabilitent ces conceptions du soin qui en appellent aux puissances occultes. Et elles réactivent l'idée qu'il existe un ensemble de liens ténus entre les êtres humains, non humains et le cosmos. Les représentations du corps dans les manuels de vulgarisation médicale tentent à le figurer comme une machine incroyablement complexe dont les organes assurent des rôles de pompe, d'engrenage ou de soufflet et les os une charpente solide. De nombreuses guérisseuses, loin de rejeter ces savoirs, se les approprient en les intégrant à des conceptions du corps plus holistiques. Pour elles, contrairement aux médecins, il n'y a pas d'incompatibilité entre la description anatomique d'une partie du corps et les correspondances de celle-ci avec l'un des 4 éléments, l'une des 4 saisons, l'une des 4 qualités, l'une des 12 constellations du zodiaque. Chaque partie du corps résonne aussi avec sa fonction dans le domaine des relations aux autres individus. Les articulations permettent au corps de se mouvoir et donc d'aller vers les autres. Les douleurs empêchent de travailler avec les siens. L'oreille permet d'entendre les nouvelles, si elle siffle, c'est qu'elle donne l'alerte. Le cœur est le siège des amitiés et des passions, jusqu'à ce qu'il se brise. À partir de ce langage du corps, il est possible pour ces guérisseuses de prédire les maux ou de déterminer les traitements les plus adaptés. Elles apparaissent ainsi comme les héritières des guérisseuses des temps médiévaux. Quelques-unes se fient à leurs rêves ou à ceux des malades pour établir le diagnostic, comme le faisaient les oniromanciennes autrefois. Leurs intuitions et les livres de songes les aident à interpréter les visions nocturnes. Rêver de béquilles présage d'une infirmité, rêver d'un berceau annonce une grossesse, rêver d'un cœur malade augure la survenue d'une maladie.
La chiromancie est une autre méthode de prédiction populaire particulièrement utile pour déceler des maladies latentes. Dans les lignes de la main se dessinent des correspondances avec le corps tout entier. Là où les courbes de vie, d'amour ou de santé sont entravées par des saillies ou des usures de la peau, figurent les signes à interpréter pour situer dans le corps le mal présent ou à venir. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel extrait du Grand Livre des Guérisseuses de Clara Lemonnier. Si vous voulez aller plus loin, votre libraire se fera un plaisir de vous renseigner. Vous trouverez aussi des informations sur le site des éditions L'Iconoclaste. Pour terminer, si vous aimez la petite voix, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes ou autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.